Un jour, elles sont au sommet du monde, elles valent des milliards. Et puis le lendemain, pouf, plus rien, elles s'évaporent. Comment des startups qui paraissent aussi solides peuvent-elles s'effondrer du jour au lendemain? C'est le mystère qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. 1 milliard de dollars. Voilà, c'est le chiffre magique, le seuil d'entrée dans le club. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, pour une entreprise privée, d'atteindre cette valorisation? C'est beaucoup plus qu'une simple question d'argent, vous allez voir. Le terme, c'est l'investisseuse Aileen Lee qui l'a inventé. Et pourquoi licorne? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont censées être incroyablement rares. En fait, moins de 0,1% des boîtes qui reçoivent du financement y arrivent. C'est vraiment le club le plus select de la tech. Bon, alors plongeons dans le premier acte de notre histoire. Un monde de promesses incroyables, de valorisation qui donne le vertige. C'est ici que la fête commence. Et voilà la clé, c'est le point crucial pour tout comprendre. Ces chiffres astronomiques, ils ne sont pas basés sur les profits actuels de l'entreprise, pas du tout. Ils sont basés sur un pari sur ce que l'entreprise pourrait devenir. C'est une histoire de confiance, de potentiel et bien sûr de spéculation. Ce phénomène, il a explosé dans un contexte économique bien particulier. Imaginez, de l'argent facile à trouver partout, des taux d'intérêt au plancher. La seule règle du jeu, c'était la croissance à tout prix. Et en y regardant de plus près, c'est un schéma qu'on a déjà vu dans l'histoire. Les grandes révolutions, que ce soit les chemins de fer ou l'arrivée d'Internet, ont souvent été financées par des bulles comme celle-ci. Mais bon, après l'euphorie, vient souvent la dure réalité. Alors maintenant, on va passer de l'excitation de la croissance à l'analyse presque clinique de l'échec. Voici nos études de cas. Premier dossier sur la table, WeWork. Ah, WeWork. L'ascension a été fulgurante, mais la chute a été l'une des plus spectaculaires de l'histoire de la tech. Regardez-moi cette chronologie, c'est fou. En moins de 10 ans, WeWork passe de star absolue de la tech à la faillite, pure et simple. Franchement, l'achat d'un jet privé à 63 millions de dollars en 2017, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, non? Mais non, la fête continuait. Alors c'était quoi le problème? Eh bien, ce tableau l'explique parfaitement. WeWork était complètement coincé. D'un côté, des engagements financiers à très long terme, comme des baux immobiliers sur 10, 15 ans, et de l'autre, des revenus à très court terme, basés sur des abonnements que les membres pouvaient annuler tous les mois. C'était un modèle économique fondamentalement instable et donc ultra vulnérable. On passe à notre deuxième cas d'étude, Theranos. Et là, on change complètement de registre. L'échec, ici, ce n'est pas juste un mauvais modèle économique, c'est une fraude délibérée, pure et simple. 9 milliards de dollars. C'était la valorisation de Theranos à son apogée. Une somme colossale construite sur une promesse technologique qui n'a jamais fonctionné. L'échelle de la tromperie est juste stupéfiante. L'échec de Theranos, c'est vraiment un cas d'école sur les failles de gouvernance. La technologie était un mirage. Et le conseil d'administration, même s'il était rempli de grands noms, n'avait absolument aucune compétence pour s'en rendre compte. Avec un contrôle quasi total sur les votes, la fondatrice a pu entretenir le mensonge pendant des années. Bon, maintenant qu'on a examiné les scènes de crime, il est temps de trouver les vrais coupables. Et vous allez voir, ils ne sont pas toujours là où on pense. Souvent, les vrais responsables se cachent dans notre propre cerveau. Le voici, le coupable qui se cachait à la vue de tous, nos biais cognitifs. C'est un domaine fascinant, la finance comportementale, dont le pionnier est Daniel Kahneman. Et ça nous montre que nos décisions financières sont bien plus influencées par nos émotions et nos réflexes mentaux que par la logique pure. Ce qui est super intéressant avec ce graphique, c'est qu'il illustre un de ses biais les plus puissants, l'aversion à la perte. Pour faire simple, la douleur psychologique qu'on ressent en perdant de l'argent est environ 2,5 fois plus forte que le plaisir qu'on a à en gagner le même montant. Et ça nous pousse à prendre de très très mauvaises décisions. Cette aversion à la perte, elle alimente le moteur le plus destructeur des bulles spéculatives, le FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de rater le coche. C'est cette peur panique de passer à côté du prochain Google qui pousse des investisseurs, normalement très prudents, à faire des paris hyper risqués sans faire toutes les vérifications nécessaires. Et là, c'est l'engrenage fatal. Ces biais créent un effet domino. D'abord, l'ancrage. On voit une valorisation élevée et ce chiffre devient la seule référence. Ensuite, le biais de confirmation. On ignore tous les signaux d'alerte et on ne cherche que ce qui confirme notre décision. Et enfin, le comportement de troupeau. Tout le monde le fait, alors on suit sans se poser de questions. C'est la recette parfaite pour une catastrophe. Allez, passons maintenant à la partie la plus constructive. Quelles leçons peut-on tirer de tous ces effondrements? Comment on fait pour naviguer dans ce monde à haut risque? Le message est très clair aujourd'hui. La fête de la croissance à tout prix, c'est terminé. Maintenant, les marchés veulent des preuves. Des preuves de croissance, bien sûr, mais une croissance qui soit durable et surtout rentable. Voici donc la nouvelle grille de lecture des investisseurs. On y trouve par exemple la règle des 40, un calcul assez simple qui permet de vérifier si l'équilibre entre la croissance et la rentabilité est bon.
Ou encore le flux de trésorerie disponible, qui montre si l'entreprise génère vraiment de l'argent pour survivre sans avoir besoin d'être perfusée en permanence par les investisseurs. Ce sont ces indicateurs de bonne santé qui comptent maintenant. Donc si on devait résumer les leçons essentielles, ce serait ça. Premièrement, le cash, c'est le plus important, c'est le nerf de la guerre. Deuxièmement, la discipline, c'est la meilleure défense contre nos propres réflexes irrationnels. Et troisièmement, une gouvernance solide avec des contre-pouvoirs, c'est le seul vrai garde-fou contre les excès. Et on termine sur cette question pour ouvrir la réflexion. Ces bulles, aussi destructrices soient-elles, sont-elles juste un bug du système, une erreur? Ou sont-elles, d'une certaine manière, un mécanisme inévitable et peut-être même nécessaire pour financer les très grandes révolutions technologiques de demain? La question reste ouverte.